Bonjour, je suis Paul Wattebled, directeur des post-productions images chez Transperfect. Je suis accompagné de Arnaud Gervais, premier assistant caméra sur le film Marsupilami, et Mae Adjedj, qui a suivi la coordination des VFX sur le film. Nous sommes là pour vous parler de la fabrication images et de la post-production du Marsupilami en Dolby Cinema. Tout commence par ça. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas un défaut du projecteur ni un défaut sur la toile. C'est un pixel. Ce pixel, il a un prix, 4,27 €. Donc, qu'est-ce qu'on a au cinéma pour 4,27 €? En fait, on a un tournage en Thaïlande, un tournage sur un bateau de croisière en Grèce. On a du studio, on a en post-production des mois de montage, des centaines de plans truqués, des heures d'étalonnage dans différents formats, et enfin de la masterisation dans un petit peu tout ce qu'on peut trouver, puisque le film est disponible en Dolby Cinema, évidemment en DCI pour les salles classiques, en Dolby Vision dans quelques mois chez vous, et en 4DX, IMAX et ScreenX. Mais si on retourne à ce pixel tout seul, il raconte pas grand-chose. Mais si on l'accompagne de ces 7 millions de copains, on peut avoir une image qui nous raconte quelque chose. Avant d'arriver là, tout commence par l'œil et la caméra de Pierrick Gantelmi-Dil, chef opérateur sur le tournage, et évidemment ses équipes. Je me tourne donc maintenant vers Arnaud, qui a eu la dure tâche de garder ce pixel net du début à la fin. Si on commence par le moteur, Pierrick a choisi un combo de deux Sony Venice 2 accompagné d'optiques Signature Prime. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce combo? Pourquoi est-ce que Pierrick a choisi ça et ce qu'il cherchait dans ce combo? Est-ce que c'était plutôt vraiment le piqué ultime de la Sony Venice, ou est-ce que c'était plutôt casser le côté vidéo? Pierrick utilise surtout les derniers films qu'il a fait, en tout cas ce que j'ai fait avec lui. Il utilise toujours Sony, il aime bien la caméra Sony Venice parce qu'il aime bien les rendus de couleurs que cette caméra propose. Il est habitué à travailler avec, et c'est pour ça qu'en boîtier d'appoint, il a choisi une FX3, parce qu'il retrouve une image qui est plus ou moins proche de celle de la Venice. Et les objectifs, il utilise aussi depuis des années les signatures. Je pense que dans un choix de chef opérateur, il y a à la fois le côté technique et technologique, mais il y a aussi le côté habitude. Et il est habitué à travailler avec ce combo Sony Venice et Signature Prime. Il aime bien les flares que les signatures apportent. Il aime bien la douceur que ça apporte. Et il trouve que ça va bien avec le rendu colorimétrique de la caméra. Merci. Philippe poste pas mal de vidéos où il vous montre les galères que vous avez subies en Thaïlande. La Thaïlande, c'est 90% d'humidité, 40 degrés. L'humidité, c'est un peu la hantise du matériel électronique, des caméras et des optiques. Comment est-ce que vous avez géré ces situations de pluie, et est-ce que vous avez mis en place des procédures particulières pour gérer ça? Un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a tourné en Thaïlande en juillet, et c'est la saison des pluies. C'est le plan de travail qui a imposé qu'on tourne à cette période-là en Thaïlande, ce qui n'était pas le meilleur moment pour la météo. Et on a envoyé le matériel une grosse semaine avant le tournage pour que le matériel puisse s'acclimater à la température et surtout à l'humidité. Après, ce qui pose problème en ce qui concerne l'humidité, c'est généralement les variations d'humidité. En France, quand on va tourner dans une piscine ou dans un spa, eh bien, ça peut poser problème. Là, l'avantage, c'est que l'humidité, elle est très forte, mais elle est constante. Donc, le fait de faire venir le matériel une dizaine de jours avant le tournage, ça lui a permis de s'acclimater. On avait quand même beaucoup de sachets anti-humidité, on avait des sèche-cheveux, on a laissé le matériel, on avait peu de séquences intérieures, donc en fait le matériel était à température à peu près constante et à humidité à peu près constante. Donc une fois qu'il était acclimaté, ça n'a pas posé trop de problèmes. Le loueur nous avait parlé de films en Thaïlande où le matériel était revenu avec des champignons. Nous, on n'a pas eu ce genre de problème. Après, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à démonter le matériel tous les soirs pour bien essuyer, bien nettoyer, bien... Voilà, mais on n'a pas eu de soucis.
Pierrick ne suit pas nécessairement la mode de la pleine ouverture. Il aime bien tourner un maximum à 2,8 ou 4 pour éviter ce qu'il appelle la bouillasse dans les fonds. Il aime bien garder un petit peu de netteté dans les fonds. Est-ce que pour toi, au point, ça change quelque chose de tourner un petit peu plus fermé par rapport aux films qui ont une profondeur de champ nettement plus faible? Ça change pas énormément de choses, un petit peu de transpiration en moins, je pense. Mais on est quand même sur une comédie, donc il faut quand même avoir un petit peu de profondeur. Et après, il n'y a pas non plus de plan extrêmement serré. Donc l'idée, c'est quand même que sur un plan où il y a deux personnes qui sont plus ou moins face caméra tous les deux, il faut que les deux personnages soient nets. Après, oui, peut-être qu'il y a moins de précision, on peut penser, dans la mesure où il y a plus de profondeur au niveau de l'œil, mais en même temps, il faut tenir compte des différents éléments qui doivent être nets. Donc on passe quand même pas mal de temps avec l'étape de profondeur pour réfléchir à où placer le point. Sur le plateau, vous étiez accompagné de Rodolphe Dequet, qui était le DIT NIRSET. Il vous a accompagné tout au long du tournage et était vraiment collé au plateau, ce qui permettait d'avoir une réactivité instantanée au niveau du contrôle qualité, puisqu'il récupérait les cartes caméra dès que la carte était pleine. Du coup, vous aviez un retour quasiment dans l'heure. Est-ce que ça a changé quelque chose, cette espèce de filet de sécurité immédiat pour toi par rapport au tournage plus classique où on est à J+1 sur le retour du contrôle qualité? Ouais, c'est assez confortable. Surtout en Thaïlande, c'était très confortable parce que comme on était vraiment dans des conditions un peu particulières, pendant la journée, à chaque fois qu'on change d'objectif, on a toujours un peu peur qu'il y ait des trucs qui arrivent sur le capteur. Donc le fait qu'une fois que la carte est terminée, il la décharge et il la regarde tout de suite. Et s'il y avait des problèmes, il venait me voir. Ça me rassurait quand même pas tant pour mon travail de point, mais pour le fait que la caméra réagisse bien avec cette humidité et cette température, qu'il n'y ait pas de problème de colorimétrie, qu'il n'y ait pas de poussière qui soit arrivée et que je n'ai pas vu à l'intérieur de la caméra. Donc moi j'avais pas l'habitude de travailler avec un DIT. Et j'ai trouvé ça très, très confortable à ce niveau-là. Ouais. De pouvoir s'assurer que l'image est bonne. Il y a un exemple où il est intervenu pour dire attention, ne quittez pas le plateau. Il est intervenu une fois pour un problème de point. C'était pas ma caméra, c'était sur l'autre caméra. C'était un plan très serré sur Jamel. Et Jamel, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et une caméra qui était pas forcément prévue au début, qui a été placée un peu dernière minute. Et il y a eu des petits moments où il y a eu des pertes de points, et en particulier un moment où, dans l'histoire, ça aurait été bien que ce bout de plan soit monté, où ça n'a pas fonctionné. Et une fois où il est venu me voir pour un problème de pixels, il y a eu de pixels morts, et puis en fait, on a résolu le problème. Sinon, de temps en temps, il venait me voir pour faire dire à Pierrick que dans les contrastes, il y avait telle ou telle chose qu'il trouvait un peu limite, mais dans ce cas-là, Pierrick allait sous sa tente pour regarder, et voilà, c'était... Donc une vraie interaction avec le plateau. Oui, tout à fait, ouais. Pour faire le lien avec les VFX, sur ce tournage, les métadatas dynamiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les métadatas que les optiques remontent dans les rushs, sont vraiment très importantes. C'est la focale, le diaph, même la balance, il y a plein de choses qui remontent. Et la distance de mise au point. Et la distance de mise au point, bien évidemment. Les signatures remontent automatiquement, ça, sur les rushs, ça pose pas de problème. Par contre, sur les zooms, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour gérer ça et pour permettre en post-production que l'on puisse récupérer ces métadatas et les transmettre au VFX? Déjà, tu dis que les signatures le communiquent à la caméra et donc sur les rushs. Ça marche en théorie. En pratique, ça marche plus ou moins bien. Et c'est vrai que dès la prépa, Sébastien, le superviseur VFX, est venu me voir en me disant qu'il avait absolument besoin de ces données pour ses créations 3D. Et donc, il fallait que ça fonctionne. Donc, pendant la période d'essai caméra, on a quand même passé pas mal de temps avec le loueur, avec les techniciens de chez NextShot,
réparer les connexions, enfin pour entretenir, et le fait que ces métadonnées soient bien transmises et soient bien inscrites sur les rushs. Et en ce qui concerne les zooms, parce qu'on avait 2 zooms qui étaient en monture PL alors que la caméra est en LPL, donc il y avait des adaptateurs de monture qui ne transféraient pas les données. Et donc là, on avait un boîtier, c'est Harry qui fait un boîtier qui est branché au moteur. Et donc ça marche très bien, mais c'est vrai que dans la pratique d'un tournage, avec la rapidité, que monter un zoom, c'est toujours plus long parce que vu l'ergonomie, tu déplaces beaucoup de choses, tu changes beaucoup de choses. Rajouter ça, c'est un petit boîtier qui enregistre toutes les données reliées au moteur, donc les données de point, diaph et focale sur une carte SD. C'est un enregistrement séparé du média, des rushs, donc il faut aussi entrer un timecode pour pouvoir synchroniser, parce que sans TC, tu ne peux pas le synchroniser. Et donc, c'est pas une contrainte très compliquée, mais ça demande quand même du temps. Et puis, dès qu'on met sur une grue, dès qu'on met sur un Steadicam, eh bien, ça change aussi des problèmes d'équilibrage. C'est quand même une contrainte pas négligeable sur un plateau où il faut aller vite et où il y a la pluie qui est jamais très loin et où, en plus, tu sais que 3 minutes, c'est 3 minutes et que tu les as pas forcément devant toi. Je comprends tout à fait. Cette problématique des métadatas nous a accompagnés également en post-production, puisque nous avons traité les rushs et exporté les grabs VFX, Mae, qu'on t'a donné via Baselight. On a essayé sur Resolve, on s'est cassé les dents. Impossible de remonter les métadatas. Donc à ce jour, en tout cas nous, on n'a pas réussi. Sur Baselight, il n'y a pas eu de souci, mais sur DaVinci, Resolve, on n'a pas réussi. Avant d'attaquer le Marsupilami, je voulais juste vous montrer ce que représente un tableau VFX, de suivi de VFX sur un film comme le Marsupilami. Chaque ligne représente un plan VFX. Certains plans VFX ont eu des centaines de versions. Donc il faut vraiment s'imaginer que c'est monstrueux. C'est certes une partie artistique, mais qu'il doit se concevoir avec une rigueur d'industrie. Sinon, ça explose en plein vol. C'est impossible à gérer. Si quelqu'un se sent de développer une plateforme de gestion de VFX entre le montage, la post-production et les studios de VFX, je pense qu'il y a un marché à prendre. Faites-vous plaisir. Voici une petite séquence de ce qui était le tournage, les plans lors du tournage, avec l'animatronics, la marionnette, les trucages entre guillemets plateau, mais sans les VFX. Donc voilà à quoi aurait pu ressembler le tournage, le film, si aucun graphiste n'était passé dessus. Pour donner vie au Marsupilami, Mae, il y a eu un gros débat entre marionnette, qu'on appelle animatronics, et full 3D. Comment est-ce que les équipes ont tranché pour décider quel plan partait en VFX full 3D et dans quel plan la marionnette allait être utilisée? Alors, l'animatronique, c'était une volonté du réalisateur depuis le tout début, parce qu'il voulait un peu rendre hommage au film de sa jeunesse. Donc, il n'a jamais été question de faire le Marsupilami en full 3D. En revanche, il y avait des problématiques qui se posaient par rapport à cette animatronique, qui étaient que pour des scènes d'action, notamment, l'animatronique était un peu limitée, on ne pouvait pas tout faire avec. Donc, c'est surtout pour les scènes d'action, avec beaucoup de mouvements du Marsupilami, on a décidé de partir en full 3D. Les parents aussi sont en full 3D. Et là où c'était privilégié l'animatronique, c'était surtout quand il y avait des interactions avec les acteurs, parce que pour nous, en VFX, ça implique plein d'autres choses que seulement refaire la marionnette en 3D. Et pour tous les plans où il était plutôt fixe, on gardait la marionnette. D'accord. Sur les plans où l'animatronics est à l'image, je sais que sur certains plans, vous êtes quand même intervenu de manière chirurgicale sur certaines zones de la marionnette pour lui donner une âme, pour lui donner un petit peu plus de vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces étapes de 3D sur la marionnette? Alors, les images que vous voyez là, c'est seulement l'animatronique, donc vous pouvez voir qu'elle est quand même super, très réaliste. Mais il y avait des scènes pour lesquelles on s'est rendu compte en post-prod que l'émotion provoquée par l'animatronique ne correspondait pas exactement avec la volonté du réal. Donc nous, on est allé refaire certaines parties de l'animatronique en 2D quand la marionnette ne bougeait pas et que le plan était fixe, et en 3D quand il y avait beaucoup de mouvements. On a refait notamment les yeux, parce que c'est un gros facteur d'émotion.
La jointure du cou que vous pouvez voir en bas, parce que pour des raccords avec la 3D, c'était plus joli d'aller un peu corriger ça. Et parfois pour la bouche, sur tout ce qui était rire, sourire, l'animatronique pouvait le faire, mais il y avait des moments où ça pouvait sembler un peu figé. Donc nous, on est repassé un peu par moment. Les chefs opérateurs et les réalisateurs ont souvent peur des personnages en 3D qu'on vient plaquer sur une image. Ça peut souvent faire plaquer, mal intégrer. Ils ont peur que ça s'intègre mal à leur lumière. Je sais qu'avec Pierrick, vous avez travaillé ça pas mal en amont. Comment est-ce que vous avez géré cette intégration de la fourrure et surtout la réaction du personnage 3D à la lumière du plateau ? Effectivement, c'est un dispositif qui a dû être préparé très en amont entre Sébastien, le superviseur des VFX, et Pierrick, le chef opérateur. Il a été décidé que sur le tournage, tous les plans où on savait qu'on allait refaire la marionnette full en 3D, on mettrait quand même l'animatronique pour avoir une référence de la lumière. Donc tous les plans où il y a le Bibi en 3D, ils ont aussi été tournés avec la marionnette pour les refs, et aussi ce que vous voyez à l'écran là, que le dauphin tient dans la main, ce qu'on appelle une chrome ball, et ça nous permet d'avoir exactement les sources de lumière et les couleurs de la scène pour que nous, après en 3D, on puisse se plaquer sur le réel au plus proche. Voilà. Avec des centaines de plans truqués, c'est une véritable armée qu'il faut gérer. Il y a eu plusieurs studios de VFX qui ont travaillé. Comment s'est fait la répartition des plans ? Est-ce que vous avez sectorisé par type d'animation ou par type de plan ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu cette répartition et le travail que vous avez fait là-dessus ? Alors sur ce film, on a travaillé avec 2 studios, un studio français qui s'appelle Mathématiques et un studio belge qui s'appelle Binuts. La répartition, donc on a à peu près 500 plans truqués sur le film. La répartition, elle s'est faite très équitablement puisqu'il y a 250 plans à peu près dans chacun des studios. Et il a été décidé que tout ce qui allait concerner le marsupilami, donc le refaire en full 3D, les patchs pour le corriger sur l'animatronique et les parents, la queue, ça irait chez Mathématiques. Et tout le reste, les effets un peu plus invisibles, c'est parti chez Binuts, mais c'était quand même des gros effets. On a notamment tout le film qui se passe sur un bateau. C'était vraiment tourné sur un bateau, mais pour certains plans, on avait besoin de refaire le bateau en 3D. C'est Binuts qui s'en est chargé. Il y avait un aquarium qui n'était pas vraiment sur le bateau, dont Binuts s'est chargé également. Et je ne vais pas spoiler le film, mais il y a plein d'autres scènes qui ont nécessité l'intervention de Binuts aussi. Il y a forcément un plan qui a explosé les compteurs, qui dépasse en nombre de sorties, en heures de travail, tous les autres. Est-ce que tu as en tête un plan, le plan le plus compliqué du film ? Est-ce que tu peux nous dire lequel c'est, et si ça spoile pas le film ? Ça spoile pas le film, donc ça va. Mais il y a un plan que vous avez pu voir sur le petit making-of qu'a passé Paul. Où, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu sur un fond bleu Léo, le petit garçon, et la marionnette. Vous avez dû vous demander sur quoi ils étaient. En fait, ils étaient censés être sur l'antenne du bateau. Ça a été tourné totalement en studio. Et donc pour ce plan, on a dû faire travailler les 2 studios ensemble parce que Mathématiques a refait le marsupilami full en 3D. Et Binuts a refait le bateau. En fait, c'est un plan où à la fin, ça finit en top shot. Donc le bateau a dû être refait en full 3D. Un bateau, c'est dans la mer. Donc la mer, elle a dû être faite en 3D aussi. C'est un plan on a compté, il y a 181 versions qui ont été sorties de ce plan. On les a pas toutes vues parce que les studios, ils nous montrent pas absolument tout, mais la version validée, c'est la version 181. Donc tu veux dire que sur toutes les lignes du tableau qu'on voit, il y a une ligne qu'il faut sous-diviser en 191 lignes ? Non, c'est des colonnes après, mais ouais, il y a 181 versions. Merci beaucoup. Pour rendre honneur et pour qu'on réalise un petit peu tout ce travail, je vais vous présenter une courte séquence avant-après dans laquelle il y a un mélange d'animatronics et de full 3D. Les images parlent d'elles-mêmes. À nous 2 maintenant.
À nous deux maintenant. Une fois que ce pixel il a été capturé par Pierrick, gardé net par Arnaud, truqué par toutes les équipes de VFX, il faut maintenant l'étalonner. C'est Nicolas Gilbert qui était aux manettes sur Baselight. Il a commencé par le haut de la pyramide, par le Dolby Cinema, afin de profiter de toute la latitude lumineuse, du contraste, de la courbe PQ, les blancs qui montent à 108 nits, le noir quasiment absolu. Assez vite, Nicolas, Pierrick et Fifi ont trouvé leur image, ont placé leur image. Ils étaient contents de ce qu'ils avaient. Ils ont travaillé comme ça pendant 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, il a fallu passer sur la version DCI. De par la technologie, la version DCI est beaucoup moins contrastée. Les blancs tombent à 48 nits, les noirs se décollent. Le sentiment de perte de points, on a même un sentiment de perte de points puisque du coup la courbe PQ offre beaucoup plus de contraste qu'une courbe de gamma 2.6 comme on a en DCI classique. Donc il a fallu dans un premier temps que l'œil s'habitue à cette nouvelle image, ne pas chercher à recontraster pour retrouver le Dolby parce que forcément on s'écrase les hautes lumières et les basses lumières sur les plateaux technologiques du DCI. Donc il a fallu retravailler un petit peu l'image, retrouver un petit peu de contraste. Voici un court extrait de ce que l'on ressent lorsqu'on passe de l'un à l'autre. Évidemment, là, on n'est pas en Dolby Cinema, donc c'est une simulation. Là, il y a juste une perte de contraste de 5% entre les deux versions. Et tout de suite, la deuxième version paraît un petit peu plus laiteuse parce qu'on le compare. Quand on va au cinéma, on est dans le noir, on n'a pas ce sentiment. Mais lorsqu'on passe d'une version à l'autre, ce sentiment est assez fort. Donc il a fallu, dans un premier temps, que l'œil s'habitue, retravailler. Ils ont travaillé les hautes lumières, retravaillé les micro-contrastes avant d'arriver à quelque chose qui leur plaisait en DCI. Nous avons profité de cette étape de passe DCI pour également faire une journée dans notre salle équipée d'un projecteur 4K Xenon pour s'affranchir de toutes les problématiques dues aux technologies de diffusion. Le projecteur Xenon n'a pas exactement le même rendu qu'un projecteur laser, mais sur ce film, la technologie n'a apporté aucune problématique. Il n'y a eu aucune compensation par rapport à une technologie par rapport à l'autre. Ce qui, de toute façon, est compliqué parce qu'on ne peut pas sortir deux DCP, un pour laser, un pour Xenon. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de reprise. Ça s'est vraiment bien passé. Une fois qu'ils avaient fini la passe DCI, nous avons fait ce qui s'appelle du backporting. C'est-à-dire que nous avons récupéré tout le travail spécifique que Nicolas avait fait sur la passe DCI, que nous avons réinjecté dans la version Dolby Cinema. Et il a refait une passe sur la version Dolby Cinema pour pouvoir profiter justement de tout ce travail qu'il a fait, notamment sur les hautes lumières, pour arrondir un petit peu les brillances, de manière à vraiment avoir que la version Dolby Cinema soit le meilleur des deux mondes, à la fois la première passe faite en Dolby, mais également tout ce travail ne soit pas perdu sur la passe DCI, qu'il soit également porté dans la version Dolby Cinema. Une fois la version Dolby Cinema effectuée, nous sommes passés à la masterisation vidéo, le HDR Dolby Vision. Le HDR Dolby Vision, c'est vraiment très bien passé. Ils ont retrouvé complètement la luminance et le contraste qu'ils avaient en Dolby Cinema. Les écrans de Dolby Vision sont plus lumineux puisque la luminance monte à 1000 nits. Mais comme l'écran est plus petit, ça compense la taille de l'écran et du coup, on a vraiment une continuité dans le travail de l'image. La version Dolby Vision est vraiment très 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 proche de la version Dolby Cinema.
Donc ça a été vraiment une formalité agréable parce qu'ils ont vraiment complètement retrouvé leur image, moyennant évidemment un petit peu d'adaptation. Une fois que nous avions donc le master DCI, le master Dolby Cinema et le master HDR Dolby Vision pour la télévision, nous sommes allés en salle vérifier ces masters pour s'assurer que ce que nous avions en salle d'étalonnage se retrouvait dans les salles de projection grand public. Donc nous avons testé sur plusieurs salles. Encore une fois, bravo à nos équipes de calibration, hein, puisque du coup, que ce soit entre le laser ou le xénon, ou que ce soit dans les différentes salles où nous avons testé, nous avons vraiment retrouvé toute l'image. Et le film vit donc maintenant sa vie depuis mercredi dans les salles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour cette présentation détaillée du workflow. J'avais une question du coup sur quand vous êtes passé en version DCI, j'imagine que c'est une trim pass en fait qui a été faite à partir de la version Dolby Cinema. Et du coup pour le Dolby Vision, vous êtes reparti sur un étalage complet pour encore une autre trim pass après pour les versions SDR. Ou est-ce que c'est un workflow complet où il n'y a que des trim pass ? Alors, il n'y a pas de trim pass entre la version Dolby Cinema et la version DCI. Le film a été étalonné sur Baselight en T-Log. Donc, en fait, c'est l'ODT qui est changé. Évidemment, on duplique le projet. On change l'ODT pour passer donc du T-Log au DCI. Mais il n'y a pas de trim pass à proprement parler comme en Dolby Vision, où on fait l'étalonnage HDR, puis l'outil Dolby analyse et fait une proposition SDR. Là, pas du tout. C'est un vrai travail d'adaptation. Donc, le tone mapping place le signal dans l'espace du DCI. Donc, il y a quand même une grosse partie du boulot qui est fait. Mais après, par contre, il faut retravailler ce contraste, retravailler ces hautes lumières. C'est vraiment une passe d'étalonnage à part. Pour le Dolby Vision, c'est la même chose. On part de la timeline Dolby Cinema. On change l'ODT pour lui dire maintenant le signal monte à 1000 nits et les noirs à 0 et on refait une passe d'étalonnage en travaillant ce nouveau signal avec cette nouvelle amplitude. Mais ce sont donc 3 passes à part entière. Il n'y a que la version dite SDR qui elle est issue d'une trim pass HDR via les outils Dolby Vision. Du coup, moi j'ai une question pour Arnaud, c'est ça ? Oui, travailler sur un projet comme ça a changé ta façon de faire en tant que premier assistant ou pas ? Savoir qu'il y a tous ces processus un peu après. Changer, non, pas vraiment. Après, chaque film, c'est une aventure différente. Donc, celui-là, il était un peu particulier parce qu'effectivement, il y avait des plans avec un animal qui était parfois une marionnette, parfois juste une peluche, parfois juste un objet qui allait être transformé. Et donc ça, c'est un peu le côté original. Mais très vite, en fait, la marionnette du marsupilami, elle est devenue vraiment un personnage à part entière. Et on aurait filmé un vrai marsupilami que je pense que émotionnellement, ça aurait été la même chose. En fait, l'animatronique était tellement bien fait que vraiment, à le filmer, quand tu es devant lui avec ta télécommande et que tu prépares ta caméra, et ben, il y a quelque chose de vraiment, vraiment magique. Après, moi, j'ai beaucoup lu de BD depuis que je suis tout petit et que le marsupilami, c'est quelque chose de magique. Et j'avais travaillé il y a une quinzaine d'années sur le marsupilami d'Alain Chabat et qui était complètement différent pour le coup parce que complètement 3D. Mais voilà, non, ça ne change pas vraiment la méthode de travail. Après, aussi, ce qui est particulier sur un film comme ça, c'est que c'était un gros film, une grosse équipe, donc il y a quand même le côté gestion de l'équipe et relation avec les loueurs pour le matériel, avec la production, voilà, qui est important, mais voilà, c'est tout. Et comme c'est un film avec beaucoup d'effets spéciaux, est-ce que le fait d'être dans une ambiance un peu de film d'amis, est-ce que ça a des répercussions ? Est-ce qu'il faut s'adapter ? Ce que ça change, en fait, c'est beaucoup de bienveillance. C'est que, comme vous dites, ce sont des amis, donc ils s'apprécient entre eux, et c'est du coup très agréable. Il n'y a pas de guerre interne, parce que ce sont des amis et que c'est une bande d'amis. Alors parfois, c'est pas d'accord, mais au contraire, c'est vraiment très agréable, parce qu'on sent cette amitié, on sent cette bienveillance, on sent cette camaraderie.
Ce qui fait que vraiment chaque décision est là pour faire avancer le projet et non pour faire avancer son idée personnelle. Et ça se sent. Sur le plateau, je ne sais pas, est-ce que la bande à Fifi, tu l'as senti? Oui, oui et non. En fait, j'avais travaillé quelques années auparavant sur son film précédent qui était Alibi.com numéro 2, qui était, je pense, une ambiance beaucoup plus familiale. Là, le film était en même temps coproduit par Pathé. C'était une grosse production, il y avait plus d'enjeux. Il y avait à la fois sur le plateau le côté sympathique de Fifi, de ces comédiens qui se connaissent depuis très longtemps et qui avec l'ingénieur du son, avec le chef décorateur, avec la script, c'est des gens qui travaillent ensemble depuis le début. Le chef opérateur, il a plusieurs films aussi avec eux. Mais le fait qu'il y ait aussi Pathé qui soit là, il y avait quand même une ambiance différente. Il y avait, je pense, beaucoup plus de pression que sur les films précédents. Il y avait une ambiance très bonne sur le plateau, mais moins familiale quand même que sur les films précédents, je pense. Bonjour, j'aurais voulu savoir le temps de post-production entre les VFX, les talos. On est aux alentours d'un an. Voilà, la post-production pure, si on considère que la post-production commence à partir du moment où on éjecte la première carte de la caméra, on est sur un an de post-production. Merci beaucoup.